Je l'ai surpris en train de se vanter d'avoir couché avec ma femme dans les toilettes d'un aéroport, alors que j'étais, agonisant, dans la cabine d'à côté. Il a tout décrit, le motel, leur prochaine rencontre. Mais quand j'ai mené mon enquête, j'ai découvert quelque chose de bien pire, des mensonges, une trahison et une grossesse qui m'a forcé à prendre la décision la plus difficile de ma vie. Je m'appelle Evan Hamilton. J'ai 43 ans et je suis marié depuis 17 ans à une femme que je pensais connaître de fond en comble. Jennifer et moi nous sommes rencontrés à l'université lors d'une fête d'amis communs. Nous nous sommes mariés jeunes, à 26 ans. Nous avons bâti ce que je pensais être une vie solide ensemble. Nous avons 2 fils, Jacques, qui a 12 ans, et Daniel, 10 ans. Ce sont de bons enfants, intelligents, curieux, pleins d'énergie. Ils pensent encore que leurs parents ont tout compris, que maman et papa sont incassables. Je travaille comme responsable du développement commercial pour une grande entreprise de télécommunications, décrochant des contrats de plusieurs millions et cultivant des relations avec les clients lors de dîners et de conférences sans fin. C'est un travail exigeant, avec beaucoup de voyages, beaucoup de nuits tardives, à cultiver des relations qui assurent le flux des revenus. L'argent est bon, les avantages sont solides, et je me suis toujours enorgueilli d'être le genre d'homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, un protecteur, un pourvoyeur. Un homme que mes fils pourraient admirer et respecter. Ce jeudi soir de septembre, j'étais rentré d'une conférence de vente de 3 jours à Boston. Le dîner de gala avait mis en vedette ce que je ne peux que décrire comme des crevettes suspectes. Au moment où mon avion a atterri à LaGuardia, mon estomac était en pleine révolte. J'ai à peine traversé la zone de récupération des bagages avant de filer en courant vers les toilettes les plus proches. J'étais assis dans cette cabine sale, la tête entre les mains, essayant de ne pas m'évanouir à cause des crampes, quand j'ai entendu la porte principale s'ouvrir. Des pas lourds. 2 voix résonnèrent contre les murs carrelés, amplifiées par l'acoustique creuse. Je les reconnus instantanément, Case Whitlock et Ryan Parker, tous 2 coordonnateurs de fret pour ma division de l'entreprise. Case était une grande gueule, toujours à se vanter de ses conquêtes et de ses affaires. Ryan était plus calme, plus sceptique, mais il suivait Case comme son ombre. Le rire de Case me frappa en premier, cet aboiement odieux qui m'agaçait toujours pendant les réunions. Je restai silencieux, figé. Aucun homme ne veut annoncer sa présence en pleine bataille contre une intoxication alimentaire, surtout pas à des collègues de travail. Puis je l'ai entendu. « Mec, je ne mens pas, » dit Case, sa voix dégoulinante de suffisance et d'arrogance. J'ai couché avec la femme d'Hamilton le week-end dernier, juste après ce dîner de remise de prix au Marriott du centre-ville. Mon estomac, déjà noué, se serra encore plus fort. Chaque muscle de mon corps se tendit. Tu blagues, rétorqua Ryan, l'incrédulité évidente dans son ton. Jennifer est dévouée à Evan. Tout le monde au bureau sait qu'ils sont comme le couple parfait. Non, mec. Case rit à nouveau, un rire grave et laid. Je lui ai glissé quelques verres supplémentaires après qu'Hamilton ait été appelé pour cette réunion client d'urgence vers 21h. Elle s'est vite détendue. Nous ne sommes même pas sortis du parking souterrain avant que les choses ne s'échauffent. À l'arrière de ma voiture. Si tu vois ce que je veux dire. Je ne pouvais plus respirer. Ma vision se brouilla. Jennifer était rentrée cette nuit-là vers minuit, s'excusant d'être en retard. Elle m'avait dit que le dîner avait duré longtemps, qu'elle était restée pour aider à coordonner la tombola de charité et le nettoyage. J'avais cru chaque mot. Je l'avais embrassée pour la bonne nuit et m'étais endormi à ses côtés sans y penser une seconde. Et écoute ça, continua Case, sa voix incroyablement suffisante. On se revoit vendredi après-midi. Elle dit à Evan qu'elle a un déjeuner client en ville qui durera jusqu'à 3 ou 4 heures. Le pauvre bougre garde les enfants pendant qu'elle se faufile au Skyline Motel sur la route 22. La chambre est déjà réservée à mon nom. Le robinet s'ouvrit, l'eau s'écoula à grand bruit et résonna. Mes mains tremblaient violemment contre la cloison métallique froide de la cabine. Tu joues avec le feu, mec, marmonna Ryan nerveusement. Si Hamilton le découvre, tu es fichu. Il a des relations. Il pourrait t'enterrer. Le danger, c'est la moitié du plaisir, mon frère. De plus, Hamilton est trop occupé à courir après son prochain gros contrat pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. La porte claqua. Leurs voix s'estompèrent dans le couloir, ne laissant derrière eux que le bourdonnement des lumières fluorescentes et le goutte à goutte d'un robinet qui fuyait. Je restais assis dans cette cabine d'aéroport sale,
paralysé, tremblant, tandis que tout ce que j'avais bâti en 17 ans se brisait en 1000 morceaux autour de moi. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, allongé à côté de Jennifer dans l'obscurité, écoutant sa respiration douce et régulière. Je me repassais chaque instant des toilettes de l'aéroport dans ma tête. La voix de Case, ses mots, la cruauté désinvolte de tout cela. Je voulais la secouer pour la réveiller, exiger des réponses, crier jusqu'à ce que les murs s'effondrent. Mais quelque chose me retenait. Des années d'instinct d'enquêteur pour mon travail, peut-être, ou juste la peur froide et rampante que si je la confrontais sans preuve, elle s'en sortirait par le mensonge et je passerais pour un idiot paranoïaque. Au lieu de cela, je restais là, analysant tout comme un dossier. Le dîner de remise de prix au Marriott. J'y avais été pendant les 2 premières heures, à réseauter avec les directeurs régionaux, à rire aux blagues forcées, à jouer le jeu. Puis mon téléphone avait vibré. Situation d'urgence avec un client à Philadelphie. Un contrat d'une valeur de 3 millions était sur le point de s'effondrer à cause d'une mauvaise communication avec leur équipe juridique. J'avais présenté mes excuses à Jennifer, l'avais embrassée sur la joue, et m'étais précipité pour gérer cela à distance depuis le centre d'affaires de l'hôtel. J'étais parti pendant près de 3 heures. Quand je suis revenu à la salle de bal vers 23h30, l'événement touchait à sa fin. Jennifer était assise à notre table avec quelques collègues, y compris le superviseur de Case et sa femme. Elle avait l'air détendue, un verre de vin blanc à la main, bavardant facilement de choses insignifiantes. Case n'était nulle part en vue. J'avais supposé qu'il était déjà parti. Rien ne semblait étrange, rien du tout. Jennifer avait souri quand elle m'avait vu, avait glissé sa main dans la mienne, et avait dit que je lui avais manqué. Nous étions rentrés ensemble en parlant des discours, en riant du karaoké maladroit qu'un vice-président avait infligé à tout le monde. Normal, ordinaire, réconfortant. Mais cette nuit-là, après notre retour à la maison, les choses ont changé. Jennifer avait initié l'intimité avec une intensité que je n'avais pas vue depuis des mois. Passionnée, presque urgente, comme si elle essayait de prouver quelque chose ou d'enterrer quelque chose de profond. À l'époque, j'avais pensé que c'était le vin qui parlait, peut-être l'excitation de la soirée. Maintenant, allongé dans l'obscurité, je me demandais si c'était la culpabilité qu'elle essayait de noyer. Le lendemain matin, Jennifer se déplaçait dans la maison comme une horloge, préparait le petit déjeuner pour les garçons, rappelait à Jacques son entraînement de football, aidait Daniel à trouver ses devoirs manquants. Elle m'embrassa en partant pour le travail, ses lèvres douces contre les miennes, son sourire chaleureux et familier. « Je t'aime », dit-elle. « Je t'aime aussi », répondis-je automatiquement, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Au bureau, je ne pouvais pas me concentrer, j'ai assisté à une conférence téléphonique sur les projections trimestrielles sans entendre un seul mot. Mon assistante m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti en disant que l'intoxication alimentaire me dérangeait toujours. Vers midi, j'ai appelé mon père. Mon père, 70 ans maintenant, retraité d'une carrière dans la finance d'entreprise, vivant tranquillement dans une maison de ville en banlieue. Nous ne parlons pas aussi souvent que nous le devrions, mais quand je le contacte, il est toujours calme, toujours lucide. « Evan, dit-il, surpris. Tout va bien ? » J'hésitais, fixant la ville par la fenêtre de mon bureau. « Papa, j'ai quelque chose à te demander à propos de maman. » Une longue pause. « Qu'est-ce qu'il y a avec elle ? » Je pris une inspiration. « Est-ce qu'elle t'a déjà trompé ? » Le silence s'étira si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Pourquoi me demandes-tu cela ?» dit enfin mon père, sa voix prudente, mesurée. « Réponds juste à la question, s'il te plaît. » Une autre pause. Puis, doucement, oui. Ma poitrine se serra. « C'était il y a des années, continua-t-il. Avant ta naissance, elle a eu une liaison avec mon associé, un homme en qui j'avais une confiance totale. Ça a duré environ 6 mois avant que je ne le découvre. Comment l'as-tu découvert ? Je l'ai suivi, dit-il simplement. J'ai mis un traceur sur sa voiture, j'ai engagé un détective privé, j'ai obtenu les preuves dont j'avais besoin. Et vous êtes restés ensemble. Oui. Ta mère a imploré le pardon. Elle a juré que cela ne se reproduirait plus, et ce ne fut pas le cas, pour autant que je sache. Il fit une pause. Mais Evan, j'ai quelque chose à te dire. Cette décision, de rester avec elle, ça m'a changé. Je ne lui ai plus jamais fait entièrement confiance.
Chaque soirée tardive, chaque course inexpliquée. Chaque fois qu'elle souriait à un autre homme. Je me posais des questions. Cela a empoisonné le mariage lentement, pendant des décennies. Je fermais les yeux. Mon fils, dit mon père doucement, pourquoi me demandes-tu cela? Je crois que Jennifer me trompe. Il ne demanda pas comment je savais ou pourquoi je pensais cela. Tu dois réfléchir longuement, dit-il, tu as besoin de preuves, pas de suppositions, pas de soupçons, mais de preuves concrètes et indiscutables. Parce que si tu la confrontes sans preuve et qu'elle le nie, tu passeras le reste de ta vie à te demander si tu t'es trompé. Et si tu as raison. Tu as besoin de ces preuves pour te protéger, toi et tes fils. Comment faire? De la même manière que moi, dit-il. Tu enquêtes. Le vendredi matin arriva trop vite. Jennifer fredonnait en préparant le café, se déplaçant dans la cuisine avec la grâce facile de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Elle embrassa les deux garçons pour leur dire au revoir, leur rappela leurs tâches du week-end, puis se tourna vers moi avec ce sourire familier. N'oublie pas, dit-elle légèrement. J'ai ce déjeuner client aujourd'hui. Je serai de retour vers 4 heures. Je levai les yeux de mon ordinateur portable, gardant mon expression neutre. Quel client encore? Le comte Patterson, répondit-elle doucement. Réunion à ce nouveau bistrot à Tribeca. Tu sais comment elle est. Elle adore parler affaires autour d'un long repas. Le mensonge sortit si facilement que ça me donna la chair de poule. D'accord, dis-je. Je vais peut-être déjeuner avec quelques collègues du travail moi-même. Case et Ryan ont mentionné vouloir aller à ce steakhouse du centre-ville. La main de Jennifer se figea juste une seconde alors qu'elle cherchait son sac. À peine une seconde, mais je l'ai remarqué. Ses yeux vacillèrent avec quelque chose d'incertitude, peut-être inquiétude avant qu'elle ne se reprenne. Case Whitlock, demanda-t-elle, son ton soigneusement désinvolte. Oui, pourquoi? Elle haussa les épaules, se détournant pour vérifier son téléphone. Aucune raison. Il me donne juste des drôles de sensations. Quelque chose chez lui me semble bizarre. Tu le connais à peine, insistai-je. Je lui ai parlé un peu au dîner de remise de prix, dit-elle, ne me regardant toujours pas dans les yeux. Juste quelque chose dans la façon dont il regardait les gens. Flippant. Son explication était parfaite. Trop parfaite. Comme si elle l'avait répété. Eh bien, je lui ferai savoir que tu le trouves flippant, dis-je, observant sa réaction. Non, rit-elle nerveusement. Je ne veux pas de drame au travail. Fais juste attention à lui. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai pris une décision. 17 ans de mariage, 2 fils qui pensaient encore que leurs parents étaient solides, une vie construite sur des promesses et la confiance. Cela méritait plus que de la paranoïa. Cela méritait la vérité. J'ai appelé mon assistante et dégagé mon emploi du temps de l'après-midi. Puis j'ai passé 3 appels. D'abord, à un collègue qui me devait une faveur. J'ai réquisitionné la camionnette de surveillance mobile de notre entreprise, officiellement pour l'analyse de négociation de contrat. La camionnette était équipée de microphones directionnels, de caméras haute définition, de suivi GPS, tout ce dont j'avais besoin. Deuxièmement, à un vieil ami de mes jours de pompier qui dirigeait maintenant une entreprise de conseil en sécurité. En moins d'1 heure, j'avais un enregistreur vocal de la taille d'une pièce de monnaie et un traceur GPS qui pouvait se cacher à l'intérieur d'un porte-clés. Troisièmement, à Ryan Parker. Je l'ai trouvé en train de déjeuner seul dans un snack près du bureau. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui avant qu'il ne puisse réagir. Evan, dit-il, surpris. Salut, ça va? J'ai besoin de te parler de quelque chose que Case a dit. J'ai gardé ma voix basse, contrôlée, et avant que tu n'essaies de le couvrir, tu dois savoir que j'étais dans les toilettes lundi soir. J'ai tout entendu. La couleur quitta le visage de Ryan. Son sandwich tomba sur l'emballage en papier. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-il. Si, tu sais. Je me penchai en avant. Case s'est vanté d'avoir couché avec ma femme. Il t'a dit qu'ils se rencontraient aujourd'hui au Skyline Motel. J'ai besoin que tu me donnes les détails qu'il a omis. Ryan avait l'air de vouloir disparaître à travers le plancher. Evan, écoute. Case parle beaucoup de tout. La moitié de ce qu'il dit est inventé. Je ne sais pas ce qui est réel.
Alors dis-moi ce qu'il a dit. Tout. Les mains de Ryan tremblaient alors qu'il attrapait son verre d'eau. Il a dit qu'il avait réservé une chambre au Skyline Motel sur la route 22. Chambre 114. Il a dit que Jennifer le rejoindrait là-bas vers 14h30. Je sortis mon téléphone et appuya sur enregistrer sous la table. Quoi d'autre? Il a dit qu'ils avaient couché ensemble au parking du Marriott le week-end dernier après que tu sois parti de ce dîner de remise de prix. Il a dit qu'il la draguait depuis des mois. Et que cette nuit-là, c'était la première fois qu'elle, tu sais, répondait. A-t-il dit autre chose sur la réunion d'aujourd'hui? Ryan hésita. Il a dit qu'elle l'avait organisée, qu'elle lui avait envoyé un SMS mercredi, lui demandant quand ils pourraient se revoir. Mon estomac se serra, mais je gardai mon visage impassible. Merci d'avoir été honnête, Ryan. Mec, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne savais juste pas si c'était vrai ou si Case parlait pour ne rien dire, comme d'habitude. Je me levai, rangeai mon téléphone avec l'enregistrement sécurisé. Tu garderas cette conversation entre nous. Bien sûr. Je le jure. Bien. Parce que si Case découvre que je sais, tu seras la première personne que je supposerai lui avoir dit. Ryan hocha la tête frénétiquement. Je ne dirai rien. Je promets. En marchant vers ma voiture, j'ai senti l'enquêteur en moi s'éveiller pleinement. L'homme qui avait passé des années à analyser des preuves, à traquer des mensonges, à monter des dossiers. Il ne s'agissait plus d'émotions. Il s'agissait de preuves. À 14h, je serai prêt. Le Skyline Motel se dressait sur la route 22 comme une relique d'une autre époque, peinture bleue défraîchie, parking délabré, le genre d'endroit où l'on payait en espèces et où l'on ne posait pas de questions. Parfait pour les gens qui avaient besoin de disparaître pendant 1 heure. J'arrivai à midi, au volant de la camionnette de surveillance avec des plaques de l'entreprise et un ordre de travail falsifié accroché au pare-soleil, garé sur le parking arrière avec une ligne de vue claire sur la chambre 114, partiellement cachée derrière un abri de maintenance. À l'intérieur de la camionnette, j'activai le système de caméra. 2 objectifs haute définition, l'un fixé sur la porte de la 114, l'autre couvrant l'entrée du parking, les réglés pour enregistrer en continu de 13h à 18h. J'ajoutais des capteurs de mouvement qui m'enverraient une notification sur mon téléphone dès que quelqu'un approcherait de cette chambre. Ensuite, je me suis dirigé vers le bureau du motel. Le réceptionniste était un gamin, peut-être 22 ans, qui faisait défiler son téléphone avec des yeux morts. Je brandis une carte de visite m'identifiant comme enquêteur en fraude d'assurance. Je glissai un billet de $100 sur le comptoir. Je dois confirmer une réservation, dis-je doucement. Case Whitlock devrait avoir une chambre réservée pour aujourd'hui. Le gamin jeta un coup d'œil à l'argent, puis tapa sur son clavier. Chambre 114. Enregistré ce matin vers 10h. Payé en espèces pour un bloc de 3 heures. Je glissai un autre billet de 50. J'ai besoin de la meilleure place de parking que vous ayez. Quelque part avec une vue sur cette chambre, mais hors de vue. Il empocha l'argent. Derrière l'abri de maintenance. Personne ne l'utilise. Vous aurez un angle parfait. J'apprécie. De retour dans la camionnette, j'ai testé les flux audio. Cristal clair. Si quelqu'un ne saurait ce que chuchotait près de cette porte, j'entendrais chaque mot. Puis j'ai attendu. À 13h45, mon téléphone vibra. Alerte de mouvement. Sur l'écran de contrôle, je regardais l'Audi noir de Case entrer dans le parking. Il en sortit, portant un jean et un blouson en cuir, une petite sacoche de voyage à la main. Une démarche arrogante, il vérifiait son téléphone, souriant à quelque chose sur l'écran. Il disparut dans la chambre 114. Ma poitrine se serra. Une partie de moi voulait forcer cette porte tout de suite, le traîner dehors, le forcer à répondre de ce qu'il avait fait. Mais ce n'était pas le plan. Le plan exigeait de la patience, du contrôle et des preuves froides et irréfutables. À 14h20, une autre alerte. Un SUV argenté entra. Je le reconnus immédiatement, la voiture de Jennifer. Elle se gara à 3 places de l'Audi de Case, coupa le moteur et resta assise un long moment. Même à travers la caméra, je pouvais la voir vérifier son reflet dans le rétroviseur, ajuster ses cheveux. Mes mains se serrèrent en poing. Elle sortit, vêtue d'une simple robe noire, talons hauts, lunettes de soleil, regarda autour d'elle nerveusement,
puis marcha rapidement vers la chambre 114. Elle frappa une fois. La porte s'ouvrit. Case se tenait là, souriant, tendant la main vers elle, puis Jennifer entra. La porte se referma derrière elle. Je restai assis dans la camionnette, fixant l'écran de contrôle, sentant chaque once de mes 17 ans de mariage s'effondrer en temps réel. Les caméras avaient tout enregistré, l'horodatage, les plaques d'immatriculation, son entrée volontaire par cette porte. Je me forçais à respirer, à réfléchir. Case avait menti sur une chose. Il avait dit qu'il rencontrait Jennifer, mais la femme qui était entrée dans la chambre 114 n'était pas ma femme. J'ai rembobiné les images, j'ai zoomé sur son visage alors qu'elle tournait légèrement avant d'entrer. Nez différent, mâchoire différente, tout était différent. Ce n'était pas Jennifer. J'ai encore amélioré l'image, les comparer aux photos de l'entreprise que j'avais stockées sur mon ordinateur portable, Melissa Ward, la femme de mon patron, Chandler. Les pièces s'assemblèrent dans mon esprit. Case couchait avec la femme de Chandler, pas la mienne, et il avait utilisé le nom de Jennifer comme couverture, me jetant sur une fausse piste pendant qu'il menait une liaison avec la femme du patron. Le soulagement et la rage m'inondèrent à parts égales. Jennifer ne m'avait pas trahi, mais Case avait traîné son nom dans la boue, m'avait fait douter d'elle, avait empoisonné notre mariage avec des mensonges. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro privé de Chandler Ward. Chandler, dis-je quand il décrocha. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. J'ai quelque chose que tu dois voir. Qu'est-ce qui se passe, Evan? Rends-moi visite seul. Je t'enverrai l'adresse. Ça a intérêt à être important. Ça l'est, dis-je, fixant l'image figée de Melissa Ward entrant dans cette chambre de motel. Fais-moi confiance. Chandler Ward arriva 30 minutes plus tard, dans sa Mercedes noire. Il en sortit, l'air confus et irrité, le genre d'expression qu'un homme arbore lorsque son après-midi a été détourné sans explication. Je l'ai rencontré sur le parking avant qu'il ne puisse voir le motel. Evan, qu'est-ce que c'est que ça, exigea-t-il. Tu as dit que c'était urgent. Ça l'est. Je lui tendis ma tablette. Les images étaient déjà prêtes. Regarde ça. Il prit l'appareil, le visage sceptique. Puis il appuya sur lecture. J'ai vu son expression changer en temps réel. La confusion se mua en reconnaissance. La reconnaissance en incrédulité. L'incrédulité en quelque chose de plus sombre et de plus primaire. Sa mâchoire se serra. Ses mains se crispèrent autour de la tablette à tel point que j'ai cru que l'écran allait se briser. Les images montraient tout, la voiture de Melissa qui entrait, elle marchant vers la chambre 114. Case ouvrant la porte, elle entrant à l'intérieur. Quand c'est fini, Chandler resta là, immobile comme une statue, fixant l'image figée de sa femme entrant dans cette chambre. Depuis combien de temps, demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Je ne sais pas, mais il y a plus que tu dois entendre. Je jouais l'enregistrement audio des toilettes de l'aéroport. La voix de Case remplit l'espace entre nous, se vantant d'avoir couché avec la femme de quelqu'un, faisant des blagues grossières, décrivant des détails qui me donnaient la chair de poule. Il a utilisé le nom de ma femme comme couverture, expliquai-je. Il a dit à tout le monde qu'il couchait avec Jennifer pour détourner l'attention si la rumeur se répandait. Il m'a fait douter de mon propre mariage pendant qu'il avait une liaison avec Melissa. Le visage de Chandler était devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Où est-il maintenant? Toujours dans la chambre 114. Et Melissa, toujours à l'intérieur. Chandler me rendit la tablette et commença à marcher vers le motel. Chandler, attends, appelai-je. Pense à ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Sa voix était froide, contrôlée, dangereuse. Je le suivis jusqu'à l'escalier extérieur. Il s'arrêta devant la chambre 114, sortit son téléphone et passa un appel. Mis sur haut-parleur. Melissa répondit après 3 sonneries. Salut chérie, quoi de neuf? Où es-tu? Demanda Chandler calmement. Au salon. Je me fais coiffer. Pourquoi? Quel salon? Une pause. Le salon habituel. Bella S sur la 5e. Pourquoi tu demandes? Juste curieux. Les yeux de Chandler ne quittèrent pas la porte. À quelle heure seras-tu à la maison? Probablement vers 5, peut-être 6 heures. Super.
À tout à l'heure. Il raccrocha et frappa à la porte. Fort. 3 coups secs qui résonnèrent dans le couloir. Mouvement à l'intérieur. Chuchotement. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, la chaîne de sécurité toujours attachée. Le visage de Case apparut dans l'espace, agacé jusqu'à ce qu'il reconnaisse qui se tenait là. La couleur quitta son visage. Chandler, qu'est-ce que tu... Ouvre la porte, Case. Je suis un peu occupé en ce moment. Chandler claqua son épaule contre la porte. La chaîne se détacha violemment. La porte s'ouvrit en grand. Case trébucha en arrière. Melissa se tenait près du lit, serrant un drap autour d'elle, le visage figé d'horreur. Chandler, halta-t-elle. Je peux expliquer. Garde-le. La voix de Chandler était glaciale. Il se tourna vers Case. Tu es viré. Avec effet immédiat. La sécurité t'escortera hors du bâtiment lundi matin. Ne te donne pas la peine de nettoyer ton bureau. Nous t'enverrons ce qui reste. Tu ne peux pas me virer pour avoir couché avec ma femme alors que je travaille sous mon employé. Pour avoir utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour faciliter une liaison, pour avoir créé un environnement de travail hostile. Chandler sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Et c'est moi. Il se tourna vers Melissa. Habille-toi. On rentre à la maison. Tu peux faire tes bagages ce soir. Chandler. S'il te plaît, supplia Melissa, les larmes coulant sur son visage. C'était une erreur. Je suis désolé. Moi aussi, dit-il doucement. Nous sommes sortis ensemble, les laissant tous les deux debout dans cette chambre de motel bon marché, leurs mensonges exposés et sans nulle part où se cacher. Dans le parking, Chandler s'arrêta à côté de sa voiture. Merci, Evan, d'être venu me voir discrètement. Tu aurais pu en faire un cauchemar public. Tu as été un bon patron, un homme juste. Tu mérites de savoir. Il hocha lentement la tête. Case par lundi. Et j'aurai besoin de ton aide pour rédiger une lettre de licenciement qui couvre notre base juridique. C'est fait. Et Evan. Chandler me regarda dans les yeux. Je suis désolé qu'il ait impliqué Jennifer là-dedans. Qu'il t'ait fait douter d'elle. Moi aussi. Alors que je m'éloignais en voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Jennifer. Salut, répondit-elle, l'air joyeux. Comment s'est passée ta journée? Longue, dis-je. Mais bonne. Je te raconterai quand je rentrerai à la maison. Tout va bien? Oui, dis-je, signifiant pour la première fois depuis des jours. Tout va bien. Cette nuit-là, j'ai pris le dîner dans le restaurant italien préféré de Jennifer et je suis rentré avec un plan. Les garçons étaient chez mes parents pour le week-end, nous laissant la maison pour nous. Jennifer m'a accueilli à la porte, curieuse de l'énergie soudaine de cette soirée en amoureux. Quelle est l'occasion? Demanda-t-elle, souriant alors que je posais la nourriture sur la table. Je voulais juste passer du temps avec toi. Je servis 2 verres de vin. Pas d'enfant, pas de distraction. Nous avons mangé lentement, parlant de choses insignifiantes, riant de vieilles blagues, retombant dans le rythme que nous avions bâti pendant 17 ans. Elle était magnifique à la lueur des bougies, détendue et heureuse. Après le dîner, je l'ai conduite sur le canapé et je lui ai tendu mon téléphone. Avant que nous n'allions plus loin ce soir, dis-je doucement, j'ai besoin que tu écoutes quelque chose. Tout. Ensuite, nous parlerons. Son sourire s'est estompé. Evan, tu me fais peur. Écoute juste, s'il te plaît. J'ai joué l'audio des toilettes de l'aéroport. La voix de Case a rempli notre salon, se vantant d'avoir couché avec la femme d'Hamilton, décrivant la rencontre dans le parking, planifiant leur rendez-vous au Skyline Motel. Le visage de Jennifer a exprimé une douzaine d'émotions, confusion, choc, horreur, rage. Au moment où l'enregistrement s'est terminé, elle tremblait. Ce menteur. Elle n'a même pas pu finir. Je n'ai jamais, pas une seule fois. Evan, tu dois me croire. Je sais, dis-je doucement. J'ai mené l'enquête. J'ai suivi la piste jusqu'au motel. J'ai tout enregistré. Je lui ai montré les images. Case arrivant. Puis la femme entrant dans la chambre 114. Ce n'est pas moi, murmura Jennifer, fixant l'écran.
Non, c'est Melissa Ward. La femme de Chandler. La compréhension se fit jour. Il a utilisé mon nom comme couverture. Exactement. Il a fait croire qu'il avait une liaison avec toi pour que personne ne soupçonne que c'était en fait la femme du patron. Les mains de Jennifer se serrèrent en poing. Je veux le tuer. Evan, je te jure devant Dieu. Chandler a déjà réglé ça. Case est viré. Et Melissa est en train de divorcer. Elle me regarda. Des larmes montèrent à ses yeux. Tu as cru que je t'avais trompé. Je l'ai entendu prononcer ton nom. J'ai entendu des détails précis sur cette nuit au Marriott. Cela semblait réel. Et tu ne m'as pas confronté immédiatement. Sa voix s'adoucit. Tu as enquêté d'abord. J'avais besoin de preuves, admis-je, pas pour moi, pour nous. Si je t'avais confronté sans preuve et que tu l'avais nié, j'aurais passé le reste de notre mariage à me demander si je m'étais trompé. Et si tu avais été coupable. J'avais besoin de documents pour me protéger et protéger les garçons. Jennifer essuya ses yeux. La plupart des hommes m'auraient simplement accusé, auraient crié, seraient partis. Je ne suis pas la plupart des hommes. Elle se pencha en avant et m'embrassa, avec ferveur et désespoir. Je ne te tromperai jamais. Jamais. Tu dois le savoir. Je le sais maintenant. Je la serrai contre moi. Mais Jennifer, je dois être honnête. Pendant quelques jours, j'ai douté de tout. Chaque sourire, chaque touche, chaque mot. Ça a failli me détruire. Je ne peux même pas imaginer, murmura-t-elle. Si quelqu'un me disait que tu me trompais, si j'entendais de tels détails. Je ne sais pas si j'aurais la force d'enquêter au lieu de simplement m'effondrer. Tu es plus forte que tu ne le penses. Nous restâmes assis là, nous serrant l'un contre l'autre pendant longtemps, traitant tout ce qui aurait pu mal tourner, mais qui ne s'est pas produit. Plus tard cette nuit-là, Jennifer me demanda, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Case? Il est fini. Chandler s'en est assuré et la nouvelle se répandra. Il ne travaillera plus jamais dans cette industrie. Bien. Elle hésita. Et nous? Nous? Je la regardai. Nous allons devenir plus forts. Nous nous rappellerons que la confiance ne consiste pas seulement à croire le meilleur l'un de l'autre. Il s'agit de chercher la vérité, même quand c'est terrifiant. Jennifer hocha lentement la tête. Je t'aime, Evan Hamilton. Je t'aime aussi. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, non pas par désespoir ou par doute, mais par certitude. Le genre de certitude qui ne vient qu'après avoir affronté le pire et avoir trouvé un terrain solide de l'autre côté. Le samedi matin est arrivé froid et gris. Je suis allé au bureau tôt, rencontrant Chandler dans sa salle de conférence privée à 7h30. Il semblait avoir vieilli de 10 ans pendant le week-end. Des cernes sous les yeux, son apparence habituellement soignée était légèrement échevelée. Week-end difficile, demandai-je. Melissa a déménagé samedi soir, dit-il platement. Elle a pris ses vêtements, ses bijoux, tout ce qui comptait pour elle. Elle a laissé les clés de la maison sur le comptoir de la cuisine. Je suis désolé, Chandler. Ne le sois pas. C'est moi qui étais aveugle. Il sortit un dossier. Allons-y. Nous avons passé 1 heure à rédiger la lettre de licenciement de Case. Violation flagrante de l'éthique de l'entreprise, conduite inappropriée avec l'épouse d'un supérieur, création d'un environnement de travail hostile par des allégations fabriquées concernant des collègues, chaque angle juridique couvert, chaque faille juridique colmatée. À 9h, les RH ont appelé Case dans une salle de conférence. Il est entré, arrogant, souriant d'un air suffisant, complètement ignorant de ce qu'il attendait. Son expression a changé la seconde où il nous a vus, Chandler et moi, assis côte à côte. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Case, la confiance désertant sa voix. Chandler glissa la lettre de licenciement sur la table. « Vous êtes viré. Avec effet immédiat. La sécurité vous escortera dehors. » Le visage de Case devint blanc. « Vous ne pouvez pas. »« Je peux. » Et je l'ai fait. Signez le formulaire d'accusé de réception où nous engagerons des poursuites judiciaires pour diffamation concernant vos fausses déclarations sur la femme de Monsieur Hamilton. Case me regarda, puis de nouveau Chandler. C'est à cause de Melissa. C'était mutuel, mec. Elle le voulait autant que moi. Signez le formulaire, Case.
Il attrapa le stylo et griffonna sa signature, sa main tremblant. 2 agents de sécurité apparurent à la porte. Escortez Monsieur Whitlock hors du bâtiment, ordonna Chandler. Assurez-vous qu'il n'accède à aucun système de l'entreprise et ne prenne aucun bien. Case se leva, le visage rouge de humiliation et de rage. En passant devant moi, il se pencha tout près. J'espère que tu es prêt pour la vérité, Hamilton, siffla-t-il. Parce que le bébé que ta femme porte. Il y a de fortes chances que ce soit le mien. Mon sang se glaça. Foutez-le dehors, claqua Chandler. Les gardes emmenèrent Case de force, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'il criait des menaces et des accusations qui faisaient tourner les têtes dans tout le bureau. Je restais là, paralysé, ces mots résonnant dans mon esprit. Evan, dit Chandler doucement. Ne l'écoute pas. Il essaie de te faire du mal parce qu'il n'a plus rien. Comment a-t-il su que Jennifer était enceinte, demandai-je doucement. Nous n'avons rien dit à personne. Chandler hésita. Les ragots de bureau voyagent vite. Quelqu'un a probablement entendu quelque chose. Mais le doute s'était déjà profondément enraciné dans ma poitrine, étendant des racines que je ne pouvais pas arracher. Cet après-midi-là, l'email à l'échelle de l'entreprise a été envoyé. Case Whitlock et Ryan Parker renvoyés pour violation de l'éthique de l'entreprise. Pas de détails, juste une clôture nette et efficace. Les murmures se répandirent dans le bureau comme une traînée de poudre. Les gens spéculaient, inventaient des histoires, comblaient les lacunes avec leurs propres théories. À la fin de la journée, mon téléphone était plein de messages. Certains de soutien, d'autres curieux, certains simplement indiscrets. Jennifer m'a appelé vers 16 heures. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Oui, ai-je menti. Juste une longue journée. Evan. Les gens parlent, disent que Case a été viré à cause de quelque chose qui nous implique. Laisse-les parler. Ça se calmera. A-t-il dit quelque chose quand vous l'avez viré? J'ai hésité trop longtemps. Evan, qu'est-ce qu'il a dit? Rien qui n'ait d'importance, ai-je répondu, détestant le mensonge, mais incapable de la charger du dernier venin de Case. Je ne te crois pas, mais je laisse tomber pour l'instant. Elle soupira. Rentre vite à la maison, d'accord? Tu me manques. Je viendrai. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur, ne voyant rien. Les mots de Case se répétaient dans mon esprit. Ce bébé que ta femme porte, il y a de fortes chances que ce soit le mien. Je savais que c'était un mensonge. Une dernière tentative désespérée de me blesser. Mais savoir quelque chose et le croire sont 2 choses différentes. Et en ce moment, assis seul dans mon bureau pendant que le doute rongeait ma certitude, je n'étais pas sûr de qui allait l'emporter. Le mardi après-midi, Jennifer et moi étions assis dans le cabinet du docteur Fletcher, attendant les résultats qui allaient soit confirmer nos espoirs, soit les anéantir complètement. Jennifer me serrait la main si fort que je pouvais sentir son pouce accélérer dans sa paume. Le docteur Fletcher entra avec un dossier et un doux sourire. C'était une femme d'une 50aine d'années, calme et professionnelle, le genre de médecin qui avait déjà annoncé des nouvelles difficiles assez de fois pour savoir comment adoucir le coup. Jennifer, Evan, dit-elle, s'asseyant en face de nous. Merci d'être venu. J'ai vos résultats. Dites-le nous simplement, dit Jennifer, sa voix à peine stable. Quoi que ce soit, nous pouvons le gérer. Vous êtes enceinte, d'environ 9 semaines, comme vous le soupçonniez. Tout semble sain jusqu'à présent. Félicitations. Le soulagement inonda le visage de Jennifer, mais je sentais quelque chose de plus compliqué bouillonnant dans ma poitrine. La joie mêlée au doute, la certitude luttant contre les derniers mots empoisonnés de Case. C'est une merveilleuse nouvelle, souffla Jennifer. Merci, docteur. Le docteur Fletcher me regarda, son expression changeant légèrement. Evan, vous semblez troublé. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez discuter? J'hésitais, sentant les yeux de Jennifer sur moi. Est-il possible de faire un test de paternité avant la naissance du bébé? La pièce devint silencieuse. La main de Jennifer me glissa des mains. Evan, murmura-t-elle, la blessure inondant sa voix. Après tout. Après que tu aies enquêté, après que tu aies trouvé la preuve que j'étais innocente, tu doutes encore de moi. Des larmes coulaient sur son visage.
quel genre de mariage avons-nous si tu as besoin d'un test pour croire ta propre femme? Il ne s'agit pas de te croire, dis-je, me levant pour lui faire face. Il s'agit de faire taire le doute que Case a semé. Je déteste qu'il soit là, mais il l'est. Et si nous faisons ce test, si nous obtenons cette preuve, alors personne, ni Case, ni qui que ce soit, ne pourra plus jamais me faire douter. Alors fais-le pour toi, dit Jennifer amèrement. Parce que je n'ai pas besoin de preuves. Je sais de qui est ce bébé. Le docteur Fletcher se racla la gorge doucement. Pourquoi ne prendriez-vous pas un moment pour en discuter en privé? Il n'y a pas d'urgence à décider aujourd'hui. Nous avons quitté le bureau en silence, sommes rentrés chez nous sans parler. La distance entre nous semblait un canyon. Cette nuit-là, après que les garçons se soient endormis, Jennifer me trouva assis sur le porche arrière, fixant le vide. Evan, dit-elle doucement, s'asseyant à côté de moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je suis désolé, commençai-je. Je n'aurais pas dû. Laisse-moi finir. Elle prit une inspiration. Tu as raison. Case a semé le poison et il te ronge. Je le vois. Et même si ça fait mal que tu aies besoin de preuves, je comprends pourquoi. Alors, nous ferons le test. Je me tournai vers elle, stupéfait. Jennifer? Mais tu dois comprendre quelque chose, continua-t-elle, sa voix ferme. Il ne s'agit pas pour moi de prouver mon innocence. Il s'agit pour toi de trouver la paix. Parce que j'ai déjà la paix. Je connais la vérité. Et une fois que ce test reviendra en montrant que tu es le père, j'ai besoin que tu laisses tomber tout cela complètement. Plus de doute? Plus de remise en question. Nous avançons ou nous n'avançons pas du tout. Je promets, dis-je, la serrant contre moi. Une fois que nous le saurons, c'est fini, pour toujours. Elle s'appuya contre moi et nous restâmes assis dans l'obscurité, nous tenant l'un l'autre pendant que le poids des mensonges de Case commençait lentement à se dissiper. 2 semaines plus tard, les résultats sont arrivés. J'ai ouvert l'enveloppe dans le cabinet du docteur Fletcher, Jennifer à mes côtés, tous deux retenant notre souffle. Probabilité de paternité, 99,9%. J'étais le père. Un soulagement si puissant m'a envahi que j'ai failli m'effondrer. Jennifer pleurait, mais cette fois de joie, de vindication, de la certitude que nous avions survécu au pire et en étions sortis plus forts. Je te l'avais dit, murmura-t-elle, riant à travers ses larmes. Je te l'avais dit. Tu l'as fait. Je l'embrassai sur le front, sur les joues, sur les lèvres. Et je n'aurais jamais dû douter. Mais tu en avais besoin, dit-elle doucement. Et ce n'est pas grave. Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger notre mariage. Cette nuit-là, nous avons annoncé à Jacques et Daniel qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur. Leur excitation était contagieuse, pure, non entachée par l'obscurité que nous avions traversée pour arriver ici. Et pour la première fois depuis cette nuit-là dans les toilettes de l'aéroport, je me sentais complètement, entièrement entier. 3 mois plus tard, Chandler Ward m'a appelé dans son bureau. Le divorce avec Melissa avait été finalisé la semaine précédente, et il avait l'air plus léger d'une certaine manière, comme un homme qui avait enfin cessé de porter un fardeau qu'il avait gardé trop longtemps. « Evan, assieds-toi, dit-il, désignant la chaise en face de son bureau. Je veux te parler de quelque chose d'important. » D'accord. Que dirais-tu d'être promu vice-président exécutif des opérations stratégiques? J'ai cligné des yeux, stupéfait. Quoi? Tu as géré la situation de Case avec professionnalisme et discrétion. Tu as protégé non seulement ta propre famille, mais toute cette entreprise d'un scandale potentiel. Ce genre de jugement, ce genre de caractère, c'est rare. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Le poste est assorti d'une augmentation significative, d'options d'achat d'actions, d'une aide à la réinstallation si vous souhaitez déménager dans un autre bureau régional. Vous avez gagné cela. J'ai ouvert le dossier, parcourant les chiffres. Le salaire était presque le triple de ce que je gagnais actuellement. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Chandler sourit. Tu as une famille qui s'agrandit à considérer. Laisse-moi t'aider à t'en occuper. J'ai pensé à Jennifer, au bébé qui grandissait en elle, à Jacques et Daniel et à la vie que nous construisions ensemble, aux deuxièmes chances et au nouveau départ. Oui, dis-je. Absolument. Oui. Ce soir-là,
j'ai emmené Jennifer à notre restaurant préféré pour fêter ça. Elle était maintenant enceinte, sa grossesse évidente et magnifique, et elle rayonnait de bonheur alors que je lui parlais de la promotion. Nous pourrions déménager, dis-je. Choisir n'importe quelle ville avec un bureau régional. Recommencer à zéro quelque part. Ou nous pourrions rester ici, Harry Jennifer. Près de tes parents, près de nos amis. Nous avons bâti une vie ici, Evan. Je ne veux pas fuir ce qui s'est passé. Je veux y faire face et prouver que nous sommes plus forts que les mensonges de Case. Tu as raison, ai-je reconnu. Nous restons. Nous construisons. Nous montrons à tout le monde à quoi ressemble un vrai mariage. 7 mois plus tard, notre fille est née. Nous l'avons appelée Grace parce que c'est ce que nous nous étions donné l'un l'autre quand nous en avions le plus besoin. La grâce de pardonner, la grâce de faire confiance, la grâce de recommencer. Case Whitlock n'a plus jamais travaillé dans l'industrie des télécommunications. La nouvelle s'est répandue discrètement à travers les réseaux professionnels, et les portes se sont fermées partout où il a essayé de les ouvrir. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déménagé dans un autre État, essayant de reconstruire une carrière qui ne se remettrait jamais. Melissa s'est remariée en moins d'1 an, bien que j'ai entendu par la rumeur que ce mariage n'a pas non plus duré. Certaines personnes n'apprennent jamais, mais nous oui. Jennifer et moi avons appris que la confiance n'est pas une foi aveugle. C'est choisir de chercher la vérité même quand c'est terrifiant. C'est enquêter, questionner, exiger des preuves, puis accepter ces preuves quand elles arrivent. Nous avons appris que le doute ne signifie pas la fin de l'amour. Parfois, cela signifie que vous vous souciez suffisamment pour vous assurer que la fondation est solide avant de construire plus haut. Et nous avons appris que les mariages les plus solides ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais de tempête. Ce sont ceux qui traversent ces tempêtes et en ressortent en sachant exactement pourquoi ils valent la peine d'être combattus. Pour le premier anniversaire de Grace, nous étions dans notre jardin, regardant Jacques et Daniel jouer avec leur petite sœur, lui apprenant à marcher sur ses petites jambes chancelantes sur l'herbe. Nous avons réussi, dit Jennifer doucement, s'appuyant contre moi. Oui, acquiesçai-je. Et en regardant ma famille, toute ma famille, en sécurité et ensemble et incassable, j'ai réalisé quelque chose que mon père avait essayé de m'enseigner il y a des années, et qui avait enfin un sens. La vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle vous lie plus étroitement à ce qui compte le plus. Et je n'aurais voulu qu'il en soit autrement.